Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce jeudi 28 octobre et c'est le mug. J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous êtes levé du bon pied. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Bonjour Marion, bonjour la foule en délire. Est-ce que vous êtes chaud aujourd'hui? Voix de DJ des années 90, ça le fait trop WPN Geek. Ça le fait trop. Ravi de vous retrouver. Comment ça va dans la chatroom? Le son est un peu faible, on me dit. Alors c'est peut-être parce que je suis un peu loin du micro, je vais la rapprocher un peu. Normalement ça devrait être un peu mieux. Salut Ben Young, salut Lou Jonas, salut Julia, salut Ali Moshi Moshi, salut Ben Young, salut Polychrome, salut Poppy, salut Yves. J'allais dire salut Nightbot, mais non, quand même pas. Salut Flanchon, ça va? Merci Samuel, j'avais bien vu que tu m'avais dit 5 sur 5, merci à toi. Salut Wyvern, salut Tail, salut Christophe. Bon, voilà, on a fait un petit échange de jours avec Guillaume juste pour cette semaine exceptionnellement. Mais voilà, en tout cas, je suis là, on se retrouve bien cette semaine. Alors on a quelques articles, quelques news tech qu'on va débriefer ensemble ce matin. Pas forcément de tartine, série, musique spécifique aujourd'hui, donc je pense que si on a le temps, on fera un petit countfact, pardon. J'étais en train de me dire popcorn, etc. Mais non, c'est autre chose. Non, on va faire un petit countfact ce matin pour en profiter et discuter ensemble. Voilà, mais sans plus tarder, de quoi va-t-on parler ce matin? On va parler un petit peu de Twitter. Twitter qui, a priori, est en train de travailler pour vous laisser customiser la navigation de l'application. Vous savez, cette petite bottom bar qu'on a tout en bas de l'application sur Android et sur iOS et sur lequel vous pouvez voir, hop, je prends mon app. Et aujourd'hui, vous avez du coup l'accueil avec le flux de tweets, hein, vous avez la recherche, votre petite alerte notification et vos messages privés. Voilà, vous allez pouvoir customiser cette petite barre a priori. Voilà, je vous montre. Hop, voilà, cette petite barre. Donc on aura ça, on verra un petit peu comment on customisera ça. Ensuite, il y a également Instagram qui sort finalement et qui valide sa nouvelle fonctionnalité de, vous savez, ces stickers avec des liens. Donc c'est fini définitivement, vous savez, ce swipe vers le haut pour visiter le lien sur une story. Maintenant, c'est uniquement des stickers qui ont prouvé a priori leur efficacité et ça sera disponible pour tous, ce qui n'était pas le cas des swipes vers le haut. Et puis on continuera avec le sujet du jour qui est l'annonce que Blizzard annule sa convention BlizzCon 2022 pour se recentrer sur les sujets importants pour la société actuellement, c'est-à-dire toutes les actions en justice contre la société pour discrimination basée sur le sexe et le harcèlement. Voilà, donc bonne ambiance, mais en même temps, à mon avis, c'est une décision pertinente pour la société. Vous me direz ce que vous en pensez justement dans la chatroom. Et puis on continue avec Uber cette fois-ci qui essaye de amorcer un peu plus sa transition vers l'énergie renouvelable et notamment la transition de son parc automobile, on va dire, pas vraiment son parc automobile, mais en tout cas les véhicules utilisés par les conducteurs qui officient sur la plateforme Uber. Et donc voilà, il vise en tout cas 50 000 Tesla sur la plateforme, utilisée sur la plateforme Uber d'ici 2023. On verra justement comment ils vont essayer de mettre en place ce changement. Et puis on continuera, on prendra des nouvelles sur les annonces des performances sur le dernier trimestre. Voilà, toutes les sociétés un petit peu y vont de leurs annonces. C'est le moment de faire un bilan avant la fin de l'année. Et donc là, on a Spotify notamment qui donc fait le point sur le nombre d'abonnés et le nombre d'utilisateurs actifs mensuels. Donc on fera un peu le point ensemble et on verra comment ils se positionnent finalement par rapport à Apple Music et Amazon Music. Où est-ce qu'on en est dans le paysage des plateformes de musique. Et puis pareil, on fera un petit check sur la santé de Samsung parce qu'ils ont diffusé et publié également leurs chiffres pour le dernier trimestre et on verra a priori qu'ils se portent plutôt bien.
Voilà. Et on terminera avec un article qui me tient à cœur et qui est quelque chose dont on parle peut-être pas assez souvent, c'est l'accessibilité. Et ici, l'accessibilité, c'est sous l'angle du combat que mènent justement les défenseurs des droits pour les personnes avec déficience visuelle sur l'accès aux e-books. Voilà, donc les e-books, vous savez, qui ont des espèces de petits verrous numériques qu'on appelle les DRM, qui empêchent du coup la manipulation, l'altération et la modification des e-books, des œuvres. Et si ça part d'une bonne intention, quand on se retrouve avec des e-books qui ne sont pas accessibles, qui semblent du coup être un droit fondamental, il est essentiel de pouvoir avoir accès et de pouvoir les modifier légalement pour les rendre accessibles. Donc on en parlera ensemble voilà, ce sera le dernier sujet. Voilà un petit peu pour le sommaire ce matin, et puis je vous propose d'enchaîner tout de suite avec du coup le kawa. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints là durant le sommaire. Bonjour Technisavoir, salut QWERTY, salut Laurent, salut Sorcier, salut Mediboul, salut Dwayne. Donc du coup, je vous propose de commencer tranquillement avec, a priori, l'expérimentation que sera en train de mener Twitter sur vous laisser la possibilité de customiser la navigation de votre application Twitter sur iOS ou Android. Et peut-être, on ne le sait pas, sur web. Ça serait assez logique du coup de pouvoir retrouver un petit peu ces petits également si on utilise l'application web. Donc d'où ça nous vient tout ça tout simplement ça serait le chercheur en application Alessandro Paluzzi qui aurait trouvé donc des fonctionnalités cachées et qui les a partagées justement sur le réseau social Twitter pour faire la lumière autour de ça. Et donc, ça serait justement la possibilité de pouvoir customiser son application, sa barre de navigation Twitter avec des boutons larges qui permettraient donc d'être accessibles depuis le bas de l'application et donc potentiellement avoir au minimum 2 tabs en bas. Aujourd'hui, comme je vous le disais, comme je vous l'ai montré dans l'introduction, on a 4 tabs qui nous permettent de naviguer dans l'application Twitter. On a l'accueil, vous avez le flux de vos tweets, on a la recherche avec notamment les trending topics, etc., ce genre de choses. Ensuite, on a la table de notification, vous pouvez suivre un petit peu comment les gens ont interagi avec vos tweets. Et puis, vous avez la table direct, les messages privés, les conversations privées que vous pouvez avoir avec vos followers. Et donc, potentiellement, on pourrait vous laisser donc customiser ces accès. Alors, on aurait comme choix Explore, qui est donc la recherche. On aurait les Spaces, on aurait les communautés, on aurait notifications, messages, bookmark, liste, profil et monétisation. Voilà, sachant que c'est vrai qu'on a profil qui est tout en haut, etc. Donc potentiellement, on pourrait bouger un petit peu de place tout ça. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc voilà, on pourrait aller donc minimum choisir 2 tabs pour la barre de navigation et aller jusqu'au un maximum de 6. C'est beaucoup. Autant vous dire qu'en travaillant dans le domaine des applications mobiles, 6 c'est beaucoup. Déjà 5, moi je trouve que c'est voilà. Mais alors 6... Donc voilà, mais bon, en effet, quand on en a un usage peut-être professionnel, puisqu'on peut avoir un onglet monétisation, ça peut être intéressant d'avoir autant d'accès rapidement au bout des doigts, en tout cas pour ce type de fonctionnalité, en fonction de son usage sur Twitter. Donc a priori, la fonctionnalité serait encore en cours de développement, elle est bien sûr pas encore accessible auprès des utilisateurs, c'est pas encore confirmé si ça serait dévoilé aux utilisateurs, il s'agit ici d'une rumeur qui a été partagé sur le réseau social après investigation donc de ce rechercheur Alessandro Paluzzi là où on peut faire des suppositions, des hypothèses, c'est qu'a priori, cette possibilité de pouvoir customiser la barre de navigation Twitter serait mise à disposition, a priori, dans l'offre Twitter Blue. Vous savez, ce programme d'abonnement disponible sur Twitter depuis récemment. Je ne sais même pas si c'est disponible en France, pour être honnête, je n'ai même pas regardé encore. C'est donc un abonnement qui coûterait
$2,99 par mois et qui vous permettrait donc de profiter de fonctionnalités professionnelles, donc plus de moyens du coup de customiser son application, la possibilité de retirer certains tweets, la possibilité de changer le thème de l'application, changer l'icône de l'app également et plein d'autres fonctionnalités. Donc pour l'instant on n'a pas trop de données sur le succès de cet abonnement Twitter, puis en plus c'est quand même assez compliqué de faire changer la perception d'une application qui a été pendant des années gratuite et maintenant de le faire passer à un abonnement. À savoir que généralement ouais, peut-être que c'est pas exactement ça pour des applications sociales, mais généralement, quand un utilisateur télécharge une application, son intention, sa motivation est au maximum, parce qu'il a déjà passé cette barrière de télécharger l'application. Donc, il a déjà été convaincu suffisamment pour télécharger l'application, la première visite sur l'app, c'est généralement un des meilleurs moments pour essayer d'engager la personne sur la transformation vers un abonnement. Et donc du coup, là, Twitter, c'est quand même un service qui a été établi pendant des années comme un service, entre guillemets, gratuit. Maintenant qu'il y a de la publicité, c'est plus exactement ça. Mais du coup, je suis pas sûre que ce soit super facile de faire transitionner les utilisateurs vers une utilisation payante. Alors après, s'ils se concentrent sur un abonnement qui fait sens particulièrement pour les personnes qui font du business sur Twitter, là, à la rigueur, c'est un petit peu différent comme positionnement. Laurent nous dit la recherche payante, une forme de marketing numérique qui permet aux annonceurs de diffuser des annonces sur les principaux moteurs de recherche. Oui, je sais pas pourquoi tu dis ça, je vois pas trop le rapport avec le sujet, mais c'est pas grave. Customiser, pourquoi pas pour les power users. Donc oui, soit on est sur un usage de monétisation et de génération de revenus via l'application Twitter, et donc vous voulez avoir accès à ces données, ces fonctionnalités directement via l'app Twitter, ce qui est tout à fait possible, et donc ça cible ces personnes-là. Soit vous vous adressez vraiment aux power users qui sont fans de Twitter et donc qui vont chercher à optimiser au maximum leur application. Voilà, donc ça c'est aussi intéressant. Pourquoi pas. Vérifier les infos, c'est important, peut-être une fonction à venir. Lobe frontal, c'est intéressant ce que tu dis. Mais donc ça voudrait dire que tu veux reporter, tu veux payer Twitter pour modérer et rendre l'environnement Twitter plus sécurisé, plus sain, pour vérifier les informations. Et en fait, tu pourrais aussi te poser la question, est-ce que c'est pas un droit de base, entre guillemets. Donc en fait, il y a deux choses. Il y a à la fois la modération et à la fois la vérification des informations. Là, aujourd'hui, Twitter est plutôt sur la modération, c'est-à-dire qu'ils arrivent plutôt sur après coup. À modérer une fois que c'est déjà posté, alors que la vérification d'informations, tu pourrais dire que ça se fait un petit peu au préalable. À voir. Mais pourquoi pas, c'est intéressant comme proposition. De quoi 6? Donc quand je disais un maximum de 6 accès, c'est quand on parlait de la customisation des tab bars tout en bas de l'application Twitter. Donc ça, c'est le principe là, c'est qu'a priori, ça serait cette fonctionnalité qui serait mise à disposition des utilisateurs, soit pour tout le monde, plus probablement derrière le fameux abonnement Twitter Blue. Voilà donc pour cette petite information. Merci beaucoup pour le 10e mois d'abonnement de JBV01. Super, dont 5 mois consécutifs. Pas mal. Voilà pour Twitter. On continue avec une nouvelle petite annonce de fonctionnalité côté Instagram. Cette fois-ci, c'est la validation et l'officialisation finalement des stickers avec des liens. Voilà, tout simplement. Donc les fameux stickers avec des hyperlinks qui seront disponibles désormais officiellement dans les stories, et qui seront disponibles surtout à tous, c'est-à-dire pas de limitation, notamment aux comptes vérifiés ou aux comptes vérifiés, je fais un anglicisme, aux comptes vérifiés ou aux comptes avec un certain nombre de followers. Alors c'est vrai que jusqu'ici, on avait une limitation, que ce soit pour les liens avec un swipe vers le haut, qui était la manière traditionnelle finalement de pouvoir visiter, d'en savoir plus sur une story. Donc il fallait swiper vers le haut, et sinon il y avait aussi le test de ces stickers. Et
précédemment, ils étaient vraiment limités aux comptes vérifiés ou aux comptes avec environ 10 000 abonnés, 10 000 followers. Là, c'est plus le cas, il n'y a plus cette restriction, ça sera disponible pour tous. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'ils ont testé cette fonctionnalité de sticker avec des liens depuis juin. Ils avaient enlevé ce swipe vers le haut en août dernier, donc c'était vraiment une transition amorcée de manière assez forte. Qu'est-ce qui a dû probablement se passer? Tout simplement, c'est qu'en fait, ils ont démocratisé l'utilisation des stickers sous différentes formes. Alors vous le savez, hein, vous l'avez vu comme moi, il y a des stickers pour des sondages, il y a des stickers pour mesurer l'engouement sur un sujet, vous savez, avec ce petit slider. Il y a le sticker de localisation, il y a le sticker de mention, etc. Et finalement, a priori, d'après les résultats, je pense, de recherche, hein, j'ai pas les documents avec moi, mais c'est l'hypothèse que je fais s'ils ont amorcé la transition vers ce sticker de lien, c'est que finalement, ces stickers fonctionnaient beaucoup mieux que ce swipe vers le haut qui était un peu plus caché. C'est vrai que les stickers, vous pouvez les placer, changer la taille, les positionner de manière à ce qu'ils soient visibles et c'était directement sur la story, alors que le swipe vers le haut, c'était un petit accès seulement visible en bas, ce qui n'était pas forcément super évident. Donc c'est assez intéressant qu'ils harmonisent un petit peu l'expérience et qu'ils confirment du coup ce type de test. Voilà. Voilà en tout cas pour Instagram. Est-ce que vous voyez utiliser dans la chatroom du coup ce sticker de lien que Instagram va mettre à disposition qui avant la possibilité de mettre des liens dans les stories était restreint et maintenant c'est disponible à tous? J'attends toujours d'avoir le sticker lien alors qu'un pote l'a déjà. Moi j'ai testé ce matin, je l'ai pas non plus. Mais je pense que ça va être déployé au fur et à mesure. Patience. C'est peut-être pas très safe, nous dit question virus, faux site, etc. Alors ça, c'est une bonne remarque également, le mouton 777. C'est un bon point. Alors, à savoir qu'évidemment, ils vont mettre en place des mesures de modération pour limiter du coup les risques. Alors évidemment, c'est pas garanti à 100%, mais ils disent qu'en effet, les comptes qui vont de manière répétée partager de la désinformation, un discours violent ou de haine, vont perdre l'accès justement à partager des liens dans les stories. Donc ils vont vraiment essayer quand même de garder cette fonctionnalité sur des comptes sains. Je vais faire de la pub pour mes livres, pour mes lives régulièrement en dehors de Twitter, Discord, ça m'arrange de l'avoir. Ah oui, pour le coup, la Marang, ça sera assez utile pour toi. Flonfon nous dit c'est une excellente nouvelle. C'est la meilleure fonctionnalité. Ouais, j'attends avec impatience ce sticker. Instagram déploie sur plusieurs jours, voire semaines, donc ça arrivera. Oui, tout à fait, Fairjess. C'est assez traditionnel de ne pas donner accès à une nouvelle fonctionnalité à tous les utilisateurs en même temps pour pouvoir récolter les feedbacks si ça crash, s'il y a des problèmes, des bugs. Hein. C'est une pratique assez courante. Plus le parc utilisateur est grand, plus on va déployer de manière progressive généralement. J'utilise déjà pas les stories. Alors évidemment, quand vous utilisez pas les stories ou même Instagram, j'ai envie de vous dire, vous en avez rien à foutre. C'est normal. Mais voilà, moi j'utilisais déjà Instagram. J'utilisais pas les liens, mais je pense que ça peut être utile. Si je me motive à faire de la promo pour mes articles de musique. Voilà, il faudrait que je me motive. Flonflon nous dit, il était temps que ce ne soit pas disponible uniquement pour les comptes à 10 000 abonnés, c'était vraiment juste le swipe vers le haut. Ouais, après, je comprends encore une fois le fait de commencer de manière sécurisée pour Instagram, mais c'est vrai que le swipe le swipe vers le haut qui a été longtemps pas disponible, c'est vrai que c'était assez limité. Oui, et c'est vrai qu'on avait recours souvent à affiner les liens dans la bio, qui est assez pénible parce que ça demande à naviguer sur le profil du compte pour pouvoir finalement avoir accès au compte. Merci Samuel de partager mon compte Instagram qui n'a strictement aucun intérêt. Donc je vous préviens. Et merci de partager mon blog de musique. Donc voilà, bonne nouvelle en tout cas pour faciliter la communication sur Instagram. Moi je pense que c'est plutôt bien. Et si on met les bons garde-fous sur les comptes qui utilisent les liens à mauvais escient, je pense que ça pourra quand même être assez sympa. Les petites marques doivent être heureux, ouais, complètement.
Ça va aider, hein, ça va aider les petites marques et les petits comptes, tout à fait. On continue avec le sujet du jour. Et oui, Blizzard. Qu'est-ce qui se passe encore chez Blizzard? Alors, vous le savez, on en a déjà pas mal parlé. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Alors, la société Activision Blizzard a fait l'objet d'un dépôt d'une plainte contre le 20 juillet dernier par le Department of Fair Employment and Housing, une agence de l'État de Californie chargée d'enquêter sur les affaires de droit civil. Et ce dépôt de plainte, justement, accusait Activision Blizzard d'avoir favorisé tout simplement, c'est assez grave hein, comme sujet évidemment, d'avoir favorisé une culture communautaire de frat boys, de harcèlement, une culture communautaire masculine. Alors qu'est-ce que c'est frat boys? Ça fait référence aux fraternités, les confréries universitaires où généralement il y a du harcèlement, des inégalités, etc. Et on se retrouve avec un groupe de mecs... souvent alcoolisés qui vont attraper les meufs qui traînent dans le coin et essayer d'en faire ce qu'ils veulent. Voilà, je schématise grossièrement, mais c'est à peu près ça. Et qu'est-ce qui s'est passé au sein d'Activision Blizzard? Donc a priori, ce type de mentalité a été malheureusement encouragé. Il y avait donc du harcèlement qui est interdit par la loi, qui est grave. C'est toujours intéressant de le rappeler quand même, qu'il y avait également des inégalités de salaire et d'accès à certains postes. C'est-à-dire que du coup, on allait ralentir ou carrément bloquer certaines promotions de femmes qui avaient des expériences similaires ou même plus d'expérience que certains hommes dans la boîte en faveur de ces hommes-là. Donc ce qui est évidemment grandement problématique. J'ai envie de vous dire, c'est problématique pour le business de récompenser les mauvaises personnes, mais évidemment c'est problématique d'un point de vue de positionnement de la marque hein, et d'environnement de travail au sein d'Activision Blizzard. Plus grave que ça, on continue, on va dire, dans l'escalade, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu des plaintes qui ont été partagées, elles ont été soit minimisées, soit ignorées, soit avec des réactions molles, du genre on tape un petit peu sur le dos de la main de la personne qui a commis ce genre d'action répréhensible, c'est-à-dire harcèlement, etc., au sein de la boîte. Et notamment, on va protéger certaines personnes qui avait été pointé du doigt plusieurs fois par des employés d'Activision. Hein, voilà. Donc on avait notamment Alex Afrasiabi qui avait été nommé plusieurs fois dans des affaires chez Blizzard, hein, qui a continué à faire des avances non sollicitées à des employés malgré qu'il y ait eu des plaintes sur le sujet. Et d'ailleurs, il a été quand même licencié l'an dernier hein, en raison de son comportement. Donc finalement, il y a eu une action, mais ça s'est fait tarder en fait, tout simplement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé donc dernièrement suite au scandale qui a été fait? Donc, suite à ce dépôt de plainte, Blizzard a réagi, ils se sont exprimés. Alors, dans un premier temps, ils n'ont pas réagi de la meilleure des manières en disant qu'il y avait beaucoup d'affirmations qui étaient déformées, amplifiées, etc., qui n'est pas forcément la meilleure tactique là-dessus. Et là, du coup, en interne, les employés ou ex-employés de Blizzard ont signé une pétition pour dire que d'avoir ce type de réponse de la part de la boîte, alors que les employés en interne sont largement au courant de ce type d'environnement, de cette culture de travail, ça, évidemment, ça n'encourage pas un environnement de travail sain, et surtout, ça fait craindre des retaliations contre les victimes. Encore une fois, on va attaquer les victimes ou les pointer du doigt, au lieu d'essayer de mener une enquête sur les potentiels agresseurs. Donc, encore une fois, c'est vraiment problématique et du coup, ça donne un environnement de travail qui n'est pas sain, qui n'est pas sécurisé, qui ne crée pas d'environnement favorable à s'exprimer pour les potentielles victimes. Voilà, donc ça, c'est problématique. Il y a eu donc cette pétition qui s'est passée, qui a appelé aussi à se séparer du responsable hein, de Blizzard. Et donc, c'est ce qui s'est passé en dernière date. Hein, c'est que c'était en août, je crois. J'essaie de retrouver exactement la date.
C'est ça, c'est le 3 août dernier. Du coup, voilà, il y a eu l'annonce comme quoi, J. Allen Brack, qui était président de Blizzard depuis 2018, allait être remplacé. Et il s'est fait remplacer par un duo mixte composé de Jeanne O'Neill et de Mike Ibarra, voilà, qui a priori aurait été présenté aux employés comme étant très très fort et très bien positionné en termes de leadership, d'empathie et de sens inébranlable des responsabilités, ce qui peut encourager et essayer tenter de restaurer la confiance des employés en la culture et l'environnement de travail au sein de Blizzard, ce qui est vraiment vraiment pas gagné. Parce que certes, il y a un problème d'un point de vue de communication et d'image de la société publiquement, on va dire, mais il y a également un problème en interne. Voilà, et une fuite de talent aussi qui peut être déclenchée. Donc voilà, donc suite à toute cette affaire-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, pour ceux qui connaissent Activision Blizzard, qui suivent l'activité de leur jeu, je rappelle, Blizzard, ils sont connus notamment pour, vous voyez que je prends mon anti-sèche parce que je suis nulle à ça, World of Warcraft. Alors ça, c'est évidemment le jeu que je connaissais. World of Warcraft, il y a également Diablo, etc. Mince, j'ai pas la liste de jeux sous les yeux. Overwatch également, voilà. Donc World of Warcraft, Diablo, Overwatch, en effet, sont des jeux extrêmement connus et Blizzard était reconnu pour ces jeux-là. Et donc du coup, ils avaient l'habitude chaque année d'organiser un événement, ce qu'on appelle la BlizzCon, pour pouvoir créer de l'engouement autour un petit peu de l'actualité de la société et de ces jeux vidéo. Voilà, ça se passait par des annonces, des démos, un événement en réel aussi. Du coup, là, ils ont publié une actualité qui s'appelle Reimagining BlizzCon, réimaginons BlizzCon, et donc tout simplement la société annonce que du coup cet événement sera pour l'instant mis de côté pour permettre à la société de se concentrer sur tout simplement comprendre un petit peu ce qui s'est passé, repenser BlizzCon et prendre en compte les souhaits à la fois de la communauté de fans, mais à la fois des employés qui sont tous mobilisés sur reconstruire Blizzard de la meilleure des manières. Voilà. Donc c'est assez... Donc en effet, ils n'ont pas mentionné de manière transparente le fait qu'ils ne voulaient pas forcément organiser d'événements suite aux différentes attaques, mais c'est vraiment entre les lignes de manière très 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 évidente, évidemment. À savoir que quand ils avaient organisé justement la dernière fois l'événement en 2019, ils avaient fait face justement à pas mal de protestes, de manifestations, suite à justement une sanction qu'ils avaient fait contre un pro Hong Kong, un joueur pro Hong Kong. Voilà, donc ils avaient déjà fait face à des manifestations difficiles à gérer lors d'un événement qui est censé être positif autour des actualités de la société. Ils avaient passé l'événement en 2020, évidemment, suite à la crise sanitaire et la pandémie. Ils avaient fait un événement uniquement en ligne en 2021 dédié aux fans, encore une fois parce que c'était pas forcément propice suite aux événements de pandémie. Donc voilà, pas d'événement en 2022. On verra qu'est-ce qui va se passer. Donc il va falloir prendre son mal en patience. En tout cas, il n'y aura pas de rassemblement de fans en réel, mais ils promettent quand même des annonces de jeux via les canaux de communication classiques de Blizzard. Blizzard, le Facebook des éditeurs de jeux. Oui, je pense que c'est pas la seule boîte, où notamment dans l'environnement du jeu vidéo qui a été pointé du doigt par des problématiques de diversité, d'égalité, etc. Voilà. Donc pour les fans, il va falloir patienter encore. Connaissant le groupe, c'est surtout pour éviter le bad buzz lors de la BlizzCon. Oui, non, mais tout à fait. Je pense que même sans connaître la boîte,
Moi, par exemple, je la connais pas particulièrement, je m'en fous un petit peu, je suis pas leur actualité de manière très proche, je suis pas non plus une joueuse hardcore, certainement pas sur leur jeu, et donc autant dire que c'est quand même assez évident par rapport aux derniers événements de la boîte que c'est vraiment pas le contexte idéal pour organiser un événement, et voilà. Donc je pense qu'il y a un gros travail d'ambiance interne. Hein. Rappelez-vous Uber également. Hein, voilà, donc là c'est pas dans le jeu vidéo, mais eux aussi ont fait face à ce genre de bad buzz. Donc pas exactement la même chose, mais ils ont fait face à ce genre de bad buzz aussi. Donc c'est pas complètement isolé comme incident. On continue avec Uber. Qu'est-ce qui se passe? Bah justement, bah voilà. Parfaite transition, j'avais même pas anticipé la transition. Je suis étonnée et je m'impressionne moi-même des transitions. Donc parlons de sociétés avec mauvaise réputation. On continue avec Uber. Donc là, c'est justement pas au sujet de la mauvaise réputation, mais c'est plutôt Uber qui essaye d'aller dans le bon sens sur l'impact que peut avoir la société Uber sur l'environnement. Mais en fait, c'est surtout pour répondre aux pressions amorcées par les gouvernements, et notamment on a un exemple de la Californie qui a fait passer notamment une loi qui va forcer ces sociétés pas de covoiturage, mais qui permettent de faire des trajets en véhicule avec des chauffeurs, de VTC, je suis incapable de trouver le terme, mais bon, vous me comprenez, d'obliger ce type de société, donc là on a Uber, Lyft qui rentrent un petit peu en jeu, d'avoir 90% de leur flotte de véhicules qui sont électriques en 2030. Donc voilà, c'est quand même énorme. C'est énorme. Avoir 90% de leur flotte de véhicules, ou en tout cas les véhicules utilisés par les chauffeurs sur leur plateforme qui utilisent des véhicules électriques. Donc 2030, certes, c'est dans 8 ans, on va dire ça comme ça, après un peu plus de 8 ans, mais finalement ça peut arriver très très vite, et 90% c'est énorme. On n'en est qu'au début encore des véhicules électriques. D'ailleurs, pour vous donner une idée, aujourd'hui, moins de 1% des trajets de ces courses de VTC aujourd'hui sont faites par des véhicules électriques, d'après un article de Bloomberg. Donc on en est très très loin, moins de 1% en tout cas aux États-Unis. Je précise aux États-Unis si je ne l'avais pas précisé. Donc voilà, donc c'est un vrai enjeu. Et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc du coup, pour pouvoir, on va dire, contourner ces blocages de loi, eh ben, ils sont obligés, donc pas forcément de les contourner, mais ils sont obligés d'amorcer le mouvement. Et donc, du coup, Uber a annoncé donc une collaboration, un partenariat avec la société de location de véhicules Hertz, que vous connaissez, qu'on connaît très bien en France. Et notamment, Hertz, de son côté, a annoncé qu'ils allaient commander 100 000 Tesla, Elon Musk, véhicules électriques, qui se vend aussi autonome, mais bon, bof, attention à ça. Mais bon, surtout véhicules électriques. Et donc, du coup, quand Hertz dit donc faire une commande de 100 000 véhicules Tesla, de l'autre côté, Uber essaye de faire l'acquisition justement ou de sécuriser à la location avec son partenaire Hertz 50 000 véhicules Tesla justement pour être loués par les chauffeurs qui officient sur la plateforme Uber. Voilà, donc tout ça c'est pour répondre évidemment à la pression politique, réglementaire qui va s'instaurer de plus en plus dans les différents pays, dans différentes parties du globe, et donc pouvoir continuer à officier tout simplement comme compagnie de VTC dans ces endroits. Voilà, donc à partir du 1er novembre, Uber va permettre à ces chauffeurs qui vivent notamment et qui travaillent à Los Angeles, San Francisco, San Diego et Washington DC de louer un modèle 3 de la société Tesla à travers justement la société de location Hertz à un taux de 334 $ par semaine, ce qui inclura également la maintenance du véhicule et tout ce qui est assurance du véhicule. Donc c'est en gros, c'est un package et ça simplifie peut-être la vie des chauffeurs. Alors ça reste quand même quelque chose d'extrêmement cher. Il va y avoir des offres qui vont faire peut-être baisser un petit peu ce taux de location, mais voilà, c'est un vrai pari que fait Uber sur le sujet.
Également, ils ont mis d'autres incentives, d'autres motivations en place pour que les chauffeurs transitionnent vers des véhicules qui ont un moindre impact sur l'environnement, notamment à savoir que les chauffeurs qui utilisent des véhicules hybrides ou électriques vont pouvoir recevoir 50 centimes en plus par trajet, et les chauffeurs qui utilisent spécifiquement des véhicules qui comptent uniquement sur des batteries électriques vont avoir $1 en plus déjà des 50 centimes. Donc ça fera un total de 1,50 centimes en plus par trajet s'ils utilisent un véhicule à batterie électrique. Voilà. Donc on voit qu'ils essayent un petit peu de mettre en place un peu plus ça. J'ai un petit peu vos commentaires. Ouais, le tutoriel Uber, ça se prononce Uber. Ouais, ça dépend comment tu le prononces à la française ou à l'anglaise, quoi. Mais tu peux avoir le même débat sur Adobe, sur... voilà. Il y a plein de sociétés comme ça qu'on prononce. Alors, il y en a qui vont râler si je le prononce à l'anglaise, il y en a qui vont râler si je le prononce à la française. Donc, il y en aura toujours qui râlent. Voilà. Même si tu ne râlais pas forcément dans Technisavoir, évidemment. Je sais pas si c'était Technisavoir qui me faisait la remarque. Non, c'était tutorien, pardon. Voilà. Donc oui, autre point qui est intéressant pour mettre en perspective justement ces sociétés de VTC. Rappelez-vous le lancement d'Uber, toutes ces sociétés qui permettaient de démocratiser justement l'accès au VTC, aux véhicules avec chauffeur. La première présentation, c'était... Non, mais justement, partager des trajets et utiliser ce type de service, ça va permettre d'avoir un impact plus bas sur l'environnement comparé à être propriétaire d'une voiture. C'est-à-dire qu'en fait, on était vraiment dans une démarche de moins en moins, les gens vont acheter et être propriétaires d'un véhicule, ce qui est du coup très coûteux. Si chaque foyer a 1 ou 2 véhicules, mine de rien, parce que finalement, si 2 personnes dans le foyer travaillent, chacun a besoin d'aller à son travail en véhicule, donc ça veut dire potentiellement 2 véhicules par foyer. Et donc du coup, d'un point de vue environnemental, c'est quand même assez énorme comme impact. Et donc il s'était dit, non, mais regardez, le service de VTC, finalement, ça va démocratiser justement le fait de ne plus posséder de véhicules. Ça va du coup baisser l'impact sur l'environnement. Malheureusement pour eux, pour ces services de VTC, de nombreuses recherches ont démontré depuis que finalement l'impact sur l'environnement est négatif par ces sociétés de VTC. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce qu'on a pu voir, c'est le trajet moyen a un impact de 50% plus de pollution qu'un trajet moyen en voiture. Pire que ça, ce qu'on s'aperçoit, c'est que tout simplement, la moitié de ces trajets faits en VTC dans les principales villes du monde sont faits par des personnes qui n'auraient pas acheté ou été propriétaires de voitures. Tout simplement, ils auraient choisi un mode de transport plus sympa, ou en tout cas avec moins d'impact sur l'environnement. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'en fait, des personnes qui auraient utilisé potentiellement des transports en commun, par exemple, qui du coup ont moins d'impact sur l'environnement, vont se reporter sur les services de VTC et donc du coup accroître leur impact environnemental. Donc vraiment, ça a fait l'effet inverse finalement que proposaient ces sociétés de VTC. Donc voilà. Je pense que c'est un vrai enjeu pour Uber et toutes ces boîtes de VTC d'aller dans ce sens-là, de transitionner vers des véhicules électriques. On continue et cette fois-ci on va prendre un petit peu des nouvelles sur les chiffres des différentes sociétés. On termine un petit peu le dernier trimestre, on arrive un peu à la fin de l'année, c'est intéressant de regarder un peu comment s'est passé le dernier trimestre du coup. Et donc là on va regarder un petit peu du côté de Spotify où est-ce qu'ils en sont. Donc tout simplement Spotify aujourd'hui se situe à 172 millions d'abonnés payants.
Donc voilà, vraiment les personnes qui payent le service Spotify, et ils atteignent les 381 millions d'utilisateurs actifs mensuels, ce qui est pas mal. Ça a été annoncé hier, justement dans la communication des performances de la boîte. Donc ils ont augmenté leur base quand même, puisque on se rappelle au trimestre précédent, ils en étaient à 165 millions d'abonnés payants, donc 165, et aujourd'hui ils sont à 172. Et ils étaient à l'époque à 365 d'utilisateurs actifs mensuels, et ils ont boosté jusqu'à 381 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Voilà, donc une croissance quand même de 19% année après année. Donc ça, c'est assez intéressant et assez positif pour Spotify. Ça veut dire tout simplement que Spotify aujourd'hui reste le plus gros service de musique. Alors c'est vrai que on était là, mince, Spotify est mal avec Apple Music, etc., etc. En fait, aujourd'hui, ça reste assez anecdotique. Pourquoi ? Parce que quand on regarde, même si Amazon Music et Apple Music ne communiquent pas de manière transparente leurs chiffres. On a eu Musical.ly qui a essayé de compiler potentiellement des données des abonnés pour faire une estimation de la base d'abonnés. Et a priori, on aurait donc pour Amazon Music environ 55 millions d'abonnés, donc d'utilisateurs payants de la plateforme. Et pour Apple Music, on aurait 60 millions d'utilisateurs payants sur Apple Music. De toute façon, il n'y a pas trop d'alternatives gratuites sur Apple Music. Passé, je crois, il y a un mois de gratuit ou un truc dans le genre. Donc vous tombez vite dans l'abonnement payant. Donc voilà, juste pour mettre en perspective quand même, on a donc Spotify qui aujourd'hui atteint 172 millions d'abonnés payants, toujours en croissance. Ça, c'est important. Ils sont toujours en croissance en termes d'abonnés payants, versus 60 millions d'abonnés payants pour Apple Music. Donc on n'est pas sur du x3, parce que du coup ils sont pas encore à 180, mais on est pas mal quand même. Surtout que Spotify projette d'ici la fin de l'année 2021, d'atteindre les 177 millions. Bon, voilà. Donc quand même assez intéressant en termes de positionnement de part de marché ici pour les différents services de musique. Apple Music, c'est surtout aux US, je crois. En France, j'ai l'impression qu'on est deux. Écoute, moi, Lucas, je suis passée sur Apple Music cet été. Hein. Et je suis pas... Comment dire ? Il y a des choses qui sont bien, c'est-à-dire qu'en fait, le fait de redémarrer sur un service, ça te permet de rechallenger un peu ton utilisation. Et en fait, je me remets à compter un peu plus sur ma bibliothèque. Alors qu'avant, sur Spotify, en fait, je ne dépendais uniquement de mes playlists. Et donc, si j'étais pas active sur mes playlists, à les créer de manière très active, j'avais du mal à retrouver des titres que j'aimais bien. J'allais pas du tout utiliser la bibliothèque Spotify. Me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Peut-être parce qu'elle n'était pas facilement accessible, j'avais pas pris l'habitude ou quoi. Mais voilà, et donc du coup, je me retrouvais un peu à écouter la même chose, parce que j'avoue que je suis un peu moins active sur la création de playlists que je ne l'étais il y a 2 ans, par exemple. Mais du coup, de changer de service, en fait, je me suis retrouvée à utiliser Apple Music un peu plus comme je le faisais quand j'achetais la musique ou que je téléchargeais, il faut pas trop le dire. Voilà, et donc du coup, je compte un peu plus sur ma bibliothèque et du coup, c'est pas mal. C'est pas mal parce que du coup, je peux retrouver les anciens titres ou les anciens albums que j'aimais beaucoup, etc. Après, j'ai quand même pu faire transvaser certaines playlists que je voulais pas perdre. Grâce au service que vous m'aviez d'ailleurs conseillé dans la chatroom, d'ailleurs, merci ceux qui m'avaient conseillé, mais voilà. Mais par contre, ce qui m'embête, c'est que Apple Music, des fois, il y a des interruptions dans les titres. Il y a des petites sautes, alors c'est rare, mais s'il y a bien un truc que je supporte pas, c'est qu'un titre de musique saute. C'est comme quand un CD marche pas ou quand un vinyle est rayé, ça me casse mon expérience de musique, quoi. Alors, je suis pas du tout recommandation, moi. Je peux. Voilà. Je préfère choisir moi-même. Mais je suis très spécifique là-dessus. Voilà, j'ai un blog de musique, je regarde un peu les derniers titres qui sont sortis chaque semaine, je publie un article, etc. Donc, c'est un peu normal. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'utilisateurs Apple Music dans la chatroom.
Ah bah Ali Moshimoshi a aussi fait le changement sur Apple Music depuis cet été. Et il écoute toujours les mêmes morceaux, je comprends pas encore l'appli. Par contre, j'aime beaucoup les tops par ville et par pays pour découvrir. Ah ouais. Ah, c'est marrant. Le fait d'avoir les lyrics, c'est trop bien aussi. Mais je pense que tu l'as dans Spotify aussi, hein. Mais c'est vrai que c'est un peu plus visible peut-être sur Apple Music. Le streaming qui saute, les musiques sont pas téléchargées au fur et à mesure. Pas, je les télécharge pas toutes. Et ça fonctionnait très bien sur Spotify. Alors on me dit Deezer et ses placements d'artistes sponsors dans les playlists, même en compte premium, c'est bof. En compte premium. Ah bah, je t'aurais dit en compte gratuit, ça me semblait logique. T'as des publicités, c'est normal que t'aies des titres sponsors. Mais en compte premium, c'est chaud quoi. C'est super chaud. Alors après, si c'est des playlists de recommandations, voilà. Mais c'est chaud sinon si c'est en compte premium. J'utilise Apple Music à ma famille après un abonnement familial, donc paye pas. Bah oui, qui va y avoir. Et oui, oui, bonne stratégie. Nous, on a fait pareil avec Jérôme. C'est un bug d'iOS car même téléchargé, ça saute parfois. Oui, c'est un bug d'Apple Music, hein, parce que iOS fonctionne très bien avec Spotify dans ce cas-là. Euh, Tim te dirait que c'est toi qui utilises pas correctement Apple Music. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc voilà. Donc voilà, en tout cas pour les chiffres Spotify, ça va plutôt bien. Alors c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler, je sais pas vous, mais on n'a pas beaucoup parlé de Spotify cette année. Il n'y a pas eu de nouvelles fonctionnalités. Alors là où on en a beaucoup parlé, c'est les podcasts. Et d'ailleurs, point quand même assez intéressant, c'est que la quantité de podcasts aujourd'hui sur la plateforme a évidemment augmenté puisqu'ils ont fait un gros focus sur le catalogue podcast. Ils ont augmenté donc de 2,9 millions de podcasts à la fin du précédent trimestre à aujourd'hui 3,2 millions. Donc ça continue de s'enrichir en termes d'offres. Mais surtout, ce que je voulais voir... Alors attendez, j'avais surligné... Pourquoi je trouve plus l'info? Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que le contenu podcast, euh, en tout cas comment dire, la monétisation de Spotify et les revenus, mais notamment on a des publicités dans les podcasts, ça monte à 13% aujourd'hui du revenu total de Spotify. C'est-à-dire qu'on est passé de 10% avant que générer un petit peu les revenus avec les podcasts à 13%. Donc c'est pas mal finalement, hein, ce focus. Vous allez me dire 3% c'est rien, mais en fait, ça permet de se positionner comme un acteur majeur du podcast aujourd'hui et de l'écoute audio finalement sur le marché. Donc c'est assez intéressant et finalement l'accent sur les podcasts commence à payer côté Spotify. L'autre point aussi qui a permis à Spotify d'avoir une bonne croissance en termes de monétisation, c'est aussi qu'ils ont fait des augmentations de prix, hein, tout simplement. Voilà, donc ça paye évidemment. Donc ça veut dire que finalement les gens sont suffisamment engagés et captifs sur la plateforme Spotify pour lorsqu'il y a une augmentation de prix, rester quand même. Donc c'est que le service plaît aussi. On continue par prendre des nouvelles du coup de Samsung cette fois-ci avec leurs revenus annoncés au dernier trimestre. Donc ça se passe bien, hein, côté Samsung. Franchement, ils avaient déjà posté des records de revenus en 2020 avec le troisième trimestre en 2020 où ils étaient à 66,96 milliards de won. Et là, du coup, on est sur la même période en 2021 où ils atteignent 73,98 milliards de won. Alors, qu'est-ce que ça représente en dollars? J'ai pas le prix en euros, hein, mais ça représente 63 milliards de dollars. Voilà. Ça, du coup, ça donne aussi une augmentation en termes de revenus de 10% pour Samsung et des profits qui, eux, augmentent de 26% par rapport à l'année dernière. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est quand même dans un contexte un peu particulier en ce moment. On est comment dire,
On est dans un environnement où on manque de puces à l'échelle mondiale, notamment que ce soit la mémoire, les processeurs, etc. Et justement, Samsung travaille énormément là-dessus, puisque la demande est énorme. Et donc, en fait, du coup, voilà, ils sont quand même assez sur le devant de la scène en termes de demande et de production, du coup, de puces en tout genre. Aussi le fait que finalement on va changer notre manière de travailler, on va travailler plus chez nous, etc. Ça va donner des travails un peu hybrides, enfin avoir un travail plus numérique avec des outils plus numériques, etc. Et donc du coup plus de consommation ici aussi et plus de demandes en termes de production de processeurs et compagnie. On a également les prix qui augmentent puisque du coup vu que la demande est très très importante, bah, du coup, on a les prix qui augmentent parce qu'on n'arrive pas à suivre en termes de production. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Donc, on a des ventes, notamment pour la division de mémoire qui a augmenté de 46% par rapport à la même période l'année dernière. On a les profits sur le secteur des semi-conducteurs qui ont pratiquement doublé aussi. Donc voilà, on a vraiment tous ces secteurs-là qui sont vraiment en forte demande. Aussi, a priori, le succès du Galaxy Z Flip 3 et du Galaxy Z Fold 3, qu'on vous a présenté d'ailleurs sur la chaîne, mais également les téléphones qui se situent sur des segments de prix un peu plus abordables, aussi ont eu du succès. Donc là aussi, ça booste un petit peu les chiffres de Samsung. Et après, finalement, il y a aussi tout le secteur de Samsung qui va fournir les écrans pour les smartphones, les tablettes et compagnie. Donc là, même si on n'est pas dans le pic de la saison, puisqu'en fait, on verra plutôt les répercussions de ces ventes-là au dernier trimestre 2021, qui seront communiquées du coup début 2022. Donc on verra plutôt vraiment cet impact-là. Il y a eu quand même de la production, de la demande de production. Donc on voit aussi quand même qu'il y a eu pas mal de demandes là-dessus. Donc bref, ça fait un trimestre assez fort pour Samsung. Voilà, donc ils sont vraiment dans une bonne direction, gros succès pour Samsung dernièrement. Et je vous rappelle, Samsung fournit les écrans Apple. Voilà, voilà. On termine avec le dernier article du jour. Et là, c'était une petite parenthèse que je voulais faire, que je trouve importante, on n'en parle pas suffisamment, mais c'est l'accessibilité d'Internet. Internet et bien de consommation numérique, quoi. On va dire ça comme ça. En effet, 32 ans après justement l'invention du World Wide Web, on est encore sur des problématiques où les personnes avec des déficiences visuelles ne vont pas avoir accès à du texte. Voilà. Donc les personnes avec des problèmes de vue vont galérer parce qu'en fait le texte qui est diffusé est disponible sur Internet, que ce soit texte, service, bien de consommation, que ce soit e-book, vidéo, images, etc., vont pas être rendus accessibles pour ces personnes-là. Voilà, donc c'est un combat, c'est un vrai combat, mais là on atteint des fois des absurdités qui sont vraiment triste, j'ai envie de vous dire. Donc qu'est-ce qui se passe en fait ici? Tout simplement, les personnes qui vont défendre les droits de ces personnes-là se retrouvent un petit peu dans une bataille sans fin, ici notamment concernant les e-books. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a justement une loi qui était passée, qui s'appelle le Digital Millennium Copyright Act, qui a été passée en 98, dont le but était de protéger justement légalement les biens numériques de tout ce qui serait copie et compagnie. À l'époque, ça s'était passé pour protéger tout ce qui était on va ripper les CD, on va télécharger, on va modifier les titres et compagnie. Ce qui était de protéger un petit peu les biens numériques. Et on avait notamment une section dans ce projet de loi qui
propose un process tous les 3 ans dans lequel on peut faire une demande d'exempter certains utilisateurs pour certains usages, le fait de ne pas modifier, altérer ces biens numériques. Vous allez me dire, mais pourquoi on voudrait exempter des personnes de modifier des biens numériques ? Pourquoi ? Tout simplement parce que l'exemple des e-books est très très parlant. Les e-books aujourd'hui, en grande majorité, ne sont pas rendus accessibles. Ça veut dire que, tout simplement, pour autoriser le text-to-speech, donc ça veut dire lire le texte des e-books pour le lire à haute voix et que ce soit utilisable pour des personnes à déficience visuelle, avec des déficiences visuelles, pour les rendre accessibles, il faut pouvoir avoir des logiciels où la fonctionnalité de text-to-speech qui est rendue activable sur ces e-books. Le problème, c'est que le problème d'activer cette fonctionnalité se fait au niveau des e-books en eux-mêmes. Donc chaque éditeur, finalement, quand il publie un e-book sur n'importe quelle plateforme, peut faire le choix d'activer ou non le text-to-speech. Premier problème. Second problème, c'est que même quand c'est activé, finalement, les bouquins ne sont pas intégralement accessibles. Exemple un peu bête, c'est que des fois vous avez des schémas dans les livres, notamment dans des livres de méthodologie, d'éducation, etc. Vous allez avoir des schémas pour essayer de présenter différemment un concept. Et finalement, ces schémas, ces images ne sont pas lisibles par ces logiciels de text-to-speech. Donc vous allez me dire, c'est pas grave parce que la majorité du contenu est accessible. En fait, si, ça devient problématique. Prenons l'exemple d'un livre d'éducation de maths, par exemple. Vous allez avoir des équations, etc., ou des formules qui vont être illustrées, finalement, qui vont être sous forme d'images. Si, en fait, elles ne sont pas lisibles en text-to-speech, en fait, on est incapable d'aider son enfant à apprendre et à faire ses exercices de maths si vous, en tant que parent, vous avez des déficiences visuelles et que vous n'avez pas la possibilité de comprendre quelle est l'image qui vous est partagée dans le livre d'éducation de maths de votre enfant. Voilà, c'était un des exemples qui était donné, un des exemples auxquels les parents se sont heurtés, notamment avec la pandémie l'année dernière, la pandémie qui a forcé des millions d'enfants à étudier depuis chez eux, certains à ne pas avoir de cours, l'accès aux cours, etc. n'était pas forcément évident. Encore une fois, rappelez-vous, étudier depuis chez vous, ça veut dire que vous ayez un ordinateur, une connexion Internet et compagnie, donc les foyers à niveau bas de vie n'avaient pas forcément accès à ce genre d'éducation en ligne, et donc du coup il y avait peut-être du matériel, et donc quand les parents demandaient donc du matériel et donc ces livres à disposition donc pour bénéficier du text-to-speech, ils n'étaient pas compatibles, et donc on se retrouve avec des parents dans l'impossibilité d'accompagner l'éducation de leur enfant parce que le matériel fourni ne répond pas aux critères d'accessibilité qui serait normalement, semble un droit universel. Je veux dire, vous êtes capable de lire un livre, moi je le prends comme un droit de base, et donc en fait, là où on se dit ça serait plus facile finalement d'adapter un livre écrit au text-to-speech versus avoir une version alternative du livre accessible en braille, etc., imprimé d'une certaine manière, ça serait coûteux pour l'éditeur. Finalement, il y a un coût beaucoup plus bas à faire avec la numérisation et le text-to-speech, c'est même pas mis à disposition. Je trouve ça incroyable. Et donc, ce qui se fait que tous les 3 ans, finalement, les défenseurs des droits pour les personnes justement avec des déficiences visuelles se retrouvent à négocier, à défendre leur cause pour pouvoir avoir accès à modifier ces e-books. Pourquoi ils vont les modifier ? Tout simplement parce qu'ils ont besoin de casser les DRM pour pouvoir faire passer ces e-books dans des logiciels appropriés, type JAWS, qui vont avoir de la reconnaissance de caractère visuel, optique, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il y avait affiché sur l'image. Pourquoi ? Parce que certains e-books, c'est même pas du texte que vous pouvez sélectionner, etc. Donc ça veut dire que si c'est pas ça, tous les logiciels de text-to-speech ne fonctionnent pas. Donc si vous avez des e-books qui sont en fait des captures d'écran des images du texte, tout simplement ils sont illisibles. Voilà, donc il y a plein de problématiques comme ça qui sont vraiment graves et qui vont bloquer vraiment et pénaliser à la fois la vie de tous les jours de ces personnes-là, mais qui vont avoir des répercussions graves. Et là, l'exemple de la pandémie, on est un très très bon exemple.
C'est quand même incroyable, je veux dire, que même des ressources d'éducation ne soient pas rendues accessibles. Voilà. Enfin, je sais pas vous dans la chatroom, il y a peut-être que moi qui m'offusque sur le sujet, mais je trouve ça assez fou, quoi. Donc voilà, donc je pense que c'est important, je pense qu'on se rend pas compte pour nous, personnes qui sont qui n'avons pas ce genre de besoins spécifiques, on ne se rend pas compte des difficultés du quotidien que les personnes en situation de handicap peuvent rencontrer et qui font partie de leur bataille du quotidien. Voilà. Les e-books capture d'écran. Alors, sur Newt, il y a deux choses. C'est à la fois, chaque éditeur doit activer la fonctionnalité text-to-speech pour que les personnes, sur les livres qu'ils publient, pour que les personnes en situation de handicap puissent utiliser les outils text-to-speech appropriés pour les e-books. Et c'est malheureusement trop rarement le cas. Et même quand ils les activent, des fois, il y en a certains qui utilisent des images. Alors, soit en effet, il y en a qui font vraiment mal le boulot avec des captures d'écran, ce qui est rare, mais des fois, tu as quand même des visuels ou des parties du livre qui n'ont pas justement un texte alt. Donc ça, c'est ce qui permet de comprendre qu'est-ce que représente l'image. Et donc, pour des personnes à déficience visuelle, vont pouvoir comprendre ce qui se passe dans le livre. Bonjour, moi je suis non-voyant, j'ai un iPhone 12 Pro et un MacBook Pro 14, tout équipé avec la synthèse vocale VoiceOver. Et pour mes e-books, j'ai une application sur mon iPhone qui s'appelle Voice Dream Reader. Ouais, c'est vrai que j'avais eu le témoignage de quelqu'un qui justement utilisait un iPhone et les produits Apple parce que justement les fonctionnalités d'accessibilité étaient particulièrement faciles à prendre en main et bien pensées pour les personnes à déficience visuelle. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais déjà entendu, ouais. Voilà. Perso, bossant dans l'UX, l'accessibilité a toujours fait partie de mes préoccupations, même pas forcément parce que j'ai le cœur sur la main, mais parce que j'estimais que c'était en plus un marché peu exploité, entre autres. Ouais, Addict, en fait, la problématique avec l'accessibilité, l'inclusivité, ce type de combat, c'est très important parce que d'un point de vue éthique, voilà, ne serait-ce que ça, c'est important. Mais en fait, après, tu as les enjeux business, c'est-à-dire quand tu t'intéresses à ton cœur de cible, combien représentent finalement ces personnes avec handicap, et ben en fait, c'est déjà difficile à mesurer. Donc en fait, elles sont invisibles un petit peu par définition, parce que c'est très difficile de mesurer combien de personnes utilisent ce type d'outils. Et en fait, le scope de handicap qui peuvent les toucher est tellement large que finalement toutes les adaptations que tu pourrais faire sont quand même assez complexes. Et en fait, si tu le fais pas dès le début, c'est encore plus coûteux. Donc en fait, c'est vraiment un sujet qui est pas simple. Qui est pas simple pour le business, évidemment pour les utilisateurs, et à rendre visible, en fait, pour les boîtes. Donc voilà, mais c'est un sujet important, et donc voilà, je voulais en parler aujourd'hui. Voilà. Un point qui peut nous donner un petit peu de l'espoir quand même, on va terminer sur une note positive, c'est qu'en 2019, il y a eu quand même une loi qui est passée en Europe, qui s'appelle la European Accessibility Act, qui est passée en 2019, et qui va être sanctionnée si on ne respecte pas cette loi, à partir de 2025, de juin 2025. Donc on n'y est pas encore, voilà, hein, ça sera à peu près dans 3 ans, 3 ans et demi. On n'y est pas encore, mais ça arrive, et qui va demander, et qui va forcer chaque éditeur, chaque e-book publié en Union européenne, d'être complètement accessible. Alors, encore une fois, ça veut dire quoi, fully accessible? J'ai pas lu le détail de la loi, mais voilà, accessible, fully accessible, etc. Ils disent fully accessible dans l'article, donc quoi, complètement accessible. Et donc, du coup, si finalement on arrive à faire respecter cette loi, ça peut vraiment faire un boost et créer un précédent, surtout d'un point de vue légal, pour forcer les éditeurs à rendre leurs publications accessibles en e-book. Donc voilà, fingers crossed, et on a une petite lueur d'espoir. Il faut encore attendre, mais j'espère que voilà, ça va s'accélérer. Voilà. C'était mon dernier article ce matin.
Et donc, du coup, j'en profite avant de passer au cornfac. On n'a pas de sponsor ce matin, mais du coup, le sponsor, ben, finalement, c'est un peu vous, c'est vous qui nous aidez. C'est vous qui nous permettez de présenter chaque matin le mug, de produire les vidéos sur la chaîne et tout simplement de rémunérer les personnes qui travaillent pour Naotech. À savoir qu'en effet, tout ce qui est soutien de nos contributeurs, donc vous dans la chatroom, vous qui regardez, vous qui vous abonnez, vous qui soutenez via des liens d'affiliation, vous qui mettez des likes et vous tout simplement qui utilisez des services comme Tipeee ou Patreon pour nous soutenir un petit peu chaque mois, et ben en fait, ça nous permet de rémunérer les personnes qui travaillent tous les jours pour la chaîne Naotech. Donc un grand merci à vous, vraiment ça nous aide et ça nous permet de continuer l'aventure, de nous développer, comme vous l'avez vu là depuis le début de l'aventure. On a démarré à une personne avec Jérôme. Et aujourd'hui, on a toute une équipe qui tourne autour de la chaîne Naotech. Et d'abord, ça nous fait grandement plaisir. On est super fiers du modèle qu'on a réussi à mettre en place. Et tout ça, c'est uniquement grâce à vous. Dans la communauté. Donc un grand merci pour votre fidélité, le fait d'avoir fait l'effort d'en parler autour de vous, de vous être abonné, etc. Ça fait toujours chaud au cœur et on ne vous oublie pas évidemment. Donc évidemment, si c'est quelque chose qui vous intéresse de pouvoir nous soutenir un peu plus, vous avez les différentes méthodes. En fonction de votre budget, évidemment, à vous de choisir. Vous avez les liens d'affiliation qui ne vous coûtent rien, mais qui nous aident vraiment. Vous avez évidemment le soutien via Patreon ou Tipeee, etc. Voilà, tout ça nous soutient énormément. Mais ne serait-ce aussi que le bouche à oreille, ça nous permet de nous faire connaître auprès de vos proches, de votre cercle de connaissances, tout simplement. Donc un grand merci à vous. Allez, on enchaîne avec le cornfac et la fin de l'émission. Et voilà, c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. Je vois que Bad Wolfie offre un abonnement niveau 1. Merci beaucoup pour avoir offert un abonnement à Fraxon. Et j'espère que du coup, ça permettra à Fraxon de découvrir un peu mieux la plateforme, la chaîne. Oui, il y en a qui me disent pas Tipeee, plus Tipeee. Oui, j'ai mentionné Tipeee parce qu'on y est encore. Voilà. Mais ça serait un peu mieux d'être sur Patreon. On sait un petit peu ce qui s'est passé dernièrement. Voilà. Donc un grand merci aux abonnements aussi. Du coup, j'en profite pour vous demander, est-ce que vous avez des questions à me poser ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de cornfac, un petit peu, ça fait longtemps, parce qu'en fait, j'en ai pas fait depuis que j'ai repris le mug en septembre. Donc ça va faire des mois que j'ai pas répondu à vos questions. Donc je sais pas si vous en avez dans la chatroom, mais c'est le moment de me les poser. Tu étais depuis dès le début dans l'aventure. Jérôme a de la chance. En fait, oui, j'étais depuis le début, mais je l'ai soutenu sur le côté, c'est-à-dire que j'étais pas impliquée directement, parce que d'abord, on est un couple, hein, donc dans la vie privée, voilà, donc on se soutient sur nos projets respectifs, évidemment, voilà, et puis après, je l'ai soutenu en produisant quelques vidéos. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, j'ai un peu moins de temps, donc voilà, je garde le contact avec le mug, qui est quelque chose que j'apprécie faire chaque semaine, donc ça me permet de garder un contact avec la communauté. Mais voilà. Où sont les chats ? Je sais pas où ils sont là. Je pense qu'ils sont restés avec Jérôme qui est dans le salon et ils lui font un câlin. Je sais pas. Je pense qu'ils sont, à mon avis, là c'est le moment où ils dorment et du coup je les ai pas vus passer. Ils étaient pas avec moi ce matin. Comment as-tu vécu le passage à Apple Music, toi qui étais une grande fan de Spotify ? C'est toujours difficile de changer ses habitudes. Donc je suis partie avec un biais négatif. Parce que du coup ça fait perdre du temps, il faut faire des manipulations qui sont pas marrantes, genre j'ai que ça à faire, tu vois. Donc tu vois, transvaser ses playlists, etc. c'est assez pénible. Mais
Il y en a qui demandaient les co-présentateurs. Ben voilà, les co-présentateurs arrivent. Alors, Miaou, miaou. oh là là, oh là là. En plus, ils me donnent les deux en même temps. Et autant vous dire qu'ils ont grandi. Donc du coup, c'est pas toujours évident. Mais voilà les co-présentateurs. Et je sais pas combien ils pèsent. Faudrait qu'on les pèse là. Mais ça pèse son petit poids là maintenant. Hein, ces petites bêtes là. Vous voyez qu'ils sont un peu endormis là. Mhm. Donc voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, on a le petit roux ici qui est cheddar. Et on a le petit blanc ici aux oreilles rousses qui est mozza. Voilà, donc on va les mettre tranquillement sur le bureau. Alors attention, pas le clavier de cheddar. Hop, voilà, le plaid ici. Et voilà. Euh, Ils sont en train Ouh là là, il y a cheddar qui se recouche direct. Direct. Ah, attendez. Pour ceux qui veulent les voir, je vais vous le montrer un petit peu quand même. Hop, pour montrer l'envers du décor. Ben voilà. Donc ça vous voyez cheddar. Donc voilà, donc en fait ma transition Apple Music, une fois que tu as fait l'effort, on ne boit pas le thé, une fois que tu as fait l'effort de transitionner tes playlists, bah finalement ça se passe plutôt bien quoi. Mais après il faut vraiment faire l'effort de resuivre tes artistes, etc. Donc c'est toujours un peu laborieux en termes de transition. Maintenant ça se passe de mieux en mieux et plus je vais y rester, mieux ça va se passer. Donc je suis pas très inquiète. Es-tu toujours satisfaite de ton ensemble audio dans le nouvel appartement acoustique différente? Ouais, je pense qu'on aimerait bien investir dans une barre de basse et peut-être des satellites à l'arrière parce que du coup on a un salon un peu plus grand, donc ça vaut le coup de perfectionner un petit peu et d'étendre un petit peu nos comment j'arrive pas à m'exprimer là. Désolée, j'ai Mozza qui vient me faire un câlin, donc du coup c'est un petit peu compliqué. Mais ça vaudrait le coup du coup d'étendre un petit peu le système son qu'on a, quoi. Voilà. Voilà. Je sais pas si vous l'entendez ronronner. Je le mets devant le micro. Mais ça ronronne, ça ronronne. Voilà. Tu penses tester les AirPods 3, que ce soit pour la chaîne ou pour toi-même? Alors, il y a Mozza qui vient d'ouvrir Apple Music, très bien. Je sais pas, non, je pense pas. Je pense que peut-être la chaîne va les tester. Je sais pas si Jérôme prévoit de les tester, mais non, moi je vais pas les tester. Je suis très très contente avec mes AirPods Pro. Et en plus, tout simplement, les AirPods 3, comme ils sont pas intra-auriculaires, ça m'intéresse pas. Je supporte pas, j'aime pas ça en fait. Et moi, la réduction de bruit, c'est vraiment utile. Donc ça correspond pas à mon usage en tout cas, les AirPods 3. Voilà. Tu utilises toujours une Kindle ou une Kobo? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. J'utilise toujours une Kindle ou une Kobo. J'utilise une Kindle et je vais avoir normalement la dernière génération. Donc je suis très excitée. Ça paraît stupide, mais en fait elle passe en USB-C. Et donc autant vous dire que d'avoir un câble en moins pour charger mes devices, je suis très contente. Voilà. Ils ont trop grandi, ouais, ils sont super grands maintenant. Le moment où les frères se nettoient les oreilles, ce sont des tigres, ouais. Alors, je rattrape un petit peu. Alors, je vais prendre les dernières questions. Tu as abandonné le casque? Oui, j'avoue, j'ai abandonné le casque. À part quand je fais le podcast Le Rendez-vous Tech, où je garde toujours mon casque. Mais oui, j'ai abandonné mon, mon casque. Voilà, vous avez la mise en abîme de Mozza. Voilà. Hop, hop. Je vais arrêter parce que ça me déconcentre. Voilà, vous avez vu les chats. Il reste plus que l'iPhone et les AirPods qui ne sont pas en USB-C. Ouais, ouais, et autant vous dire que je suis assez triste de ne pas avoir d'USB-C sur l'iPhone, ouais. C'est super dur la vie de chat, c'est clair. Je lis un petit peu vos commentaires.
Si tu avais une émission à toi, ça serait quoi? Évidemment, musique. Musique. C'est ce que je fais déjà avec mon blog hein, Wild Session. Je parle de musique, des concerts. Alors là, ça fait presque 2 ans que j'ai pas fait de concert. C'est très triste. Puis en plus, il y avait un artiste que... Bref, voilà, j'arrête de me plaindre. J'ai des concerts prévus l'année prochaine, mais j'ai du mal à m'y remettre. Voilà, j'ai pas encore fait de nouveaux concerts. Mais voilà, ouais, évidemment, ça serait musique. Donc j'en profite un peu pour en parler dans le mug lors des tartines. Là, par exemple, le dernier coup de cœur, c'est la mixtape de Saint-DX. Je sais pas comment on prononce son nom. Mozan, arrête de boire mon thé, c'est incroyable ça. C'est la mixtape de Saint-DX que j'adore. Donc pour ceux qui connaissent pas, je peux vous la montrer. Euh, Hop, qui a un petit coup de cœur. J'ai, hop, hop. Ouh, t'es agité. Saint-DX, je vous montre ça. Voilà, donc si vous aimez bien, etc., si vous êtes intéressé, voilà, ça c'est un peu ce que j'écoute en boucle, c'est tout calme, c'est tout doux, avec une voix un peu de crooner. Le titre avec le belge David Noumouami est très chouette, Phone Call, très très chouette. Et No Love aussi est très très chouette. Voilà, donc un peu électro, un peu chill comme type de musique, c'est très très sympa si vous êtes curieux. Voilà. Alors, je regarde un petit peu les derniers commentaires. Comment Jérôme a-t-il réussi à te convaincre de quitter Spotify? Bah, j'étais curieuse du service. C'est un peu le problème en fait quand tu bosses aussi dans les applications, c'est qu'en fait t'es quand même curieux de tester les autres services. Et donc du coup j'étais un peu curieuse. Et puis après bon c'est vrai qu'avec l'abonnement c'était un petit peu bête de payer un abonnement Apple, je crois que c'est Apple One, avec Apple TV et compagnie, Apple Music et de pas utiliser Apple Music et d'en payer un autre qui était Spotify. Donc c'est un peu bête. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, je lis un peu vos derniers commentaires. Très sympa comme artiste, sa reprise de Top Gun, j'adore. Ah, je connais pas. Je regarderai cette reprise. Merci, Silis. Je sais pas si vous entendez. On entend ronron. J'ai Mozza qui veut téter là. Et donc, il est un petit peu, il est un petit peu insistant quand il essaie de téter. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, il est 9h17. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Il est 9h17, donc je vous propose de clôturer tranquillement l'émission sur le ronron de Mozza. On va regarder tranquillement si on peut lancer un raid quand même avant de partir. Et ah bah il y a Flonflon qui est en discussion. Bah du coup voilà, on parlait de musique tout à l'heure. On va faire un petit raid chez Flonflon. Voilà. Hop, on fait ça. Et puis là-dessus, je vous souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine. Bye bye.